Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié au e-commerce B2B. Il vous sera présenté par Arnaud Mazan, directeur général de Galilée, accompagné par Jean-Louis Doucet, notre expert métier sur le sujet. Pour commencer, Galilée est à l'origine du concept de plateforme de production marketing qui relève d'une stratégie d'intégration au service des entreprises communicantes pour leur délivrer des fonctionnalités métiers nécessaires aux acteurs de la production marketing. À l'heure de la multicanalité aujourd'hui, l'entreprise doit disposer de toutes les données pour promouvoir son savoir-faire et son offre sur l'ensemble des canaux dont elle dispose. Nous allons donc aujourd'hui nous pencher sur un canal bien particulier, celui du e-commerce B2B. Le B2B, pour business to business, représente un des axes de croissance de l'e-commerce pour les 10 prochaines années. Laissons de côté les habituelles séances de chiffres astronomiques et de statistiques à 3 chiffres et concentrons-nous sur la transformation numérique à l'échelle de la consommation des biens d'entreprise qui est aujourd'hui une évidence. Nous aborderons le sujet à travers 5 points qui seront essentiels pour mener à bien une stratégie e-commerce B2B. Un des points de départ de notre réflexion dans ce domaine, c'est-à-dire pourquoi on a investi dans ce domaine, il est illustré par le tableau que vous voyez ici, qu'on a extrait en l'occurrence la source et le site d'Eurocommerce, qui est une des solutions dans l'e-commerce B2B, et qui nous a beaucoup interpellés lorsqu'on a dû mener des projets pour certains de nos clients, quand on appréhendait les métriques que vous voyez ici, tant en termes de coût des licences que de ceux relatifs au délai de déploiement ou au coût moyen de mise en œuvre, qui, comme vous le voyez ici, relèvent de moyens qui sont à l'évidence l'apanage d'un certain nombre de très grosses sociétés, mais qui de fait amèneraient à ce qu'un pan extrêmement important de ceux pour lesquels l'e-commerce B2B fait ne pourraient pas avoir accès à ces solutions. Et donc, sur ces bases-là, on a investi la vision de concevoir une alternative à ce que traditionnellement il se fait dans ce domaine, puisque nous, dans notre vision, on serait plutôt sur le fait que le coût annuel, le coût annuel global, mais qui inclut à la fois les considérations de licence, d'infrastructure, de support, pour mettre en œuvre son environnement e-commerce, serait plutôt à l'échelle d'une trentaine de milliers d'euros par an, que les délais de déploiement, dès lors qu'on a un socle applicatif qui est fourni, l'essentiel des fonctionnalités attendues, doit pouvoir être ramené en fonction évidemment de la complexité relative des différents projets, des structures de produits et autres considérations dans le domaine, pouvoir être ramassé sur ce type de délai de déploiement, et avec des coûts de fait de mise en œuvre qui eux-mêmes doivent pouvoir être largement optimisés pour avoir évidemment une propension à adresser un public plus large, considérant l'ensemble du public qui a vocation à être intéressé par l'e-commerce dans la sphère. Les 5 points qu'on a identifiés pour notre webinaire d'aujourd'hui sont donc identifier les spécificités essentielles dont relève le B2B, la manière de définir, structurer et enrichir son offre produit, puisque évidemment une grosse partie de la problématique relève de, comme d'habitude j'allais dire, de la définition du contenu, en l'occurrence son offre produit. Ensuite, les fonctionnalités donc qui sont en l'occurrence celles qu'on va retenir pour coller aux besoins particuliers qu'on rencontre dans le B2B. Et enfin, les 2 derniers points qui vont permettre d'identifier donc les bénéfices du B2B au service de la relation client, parce que c'est fondamentalement l'axe d'amélioration que ça va permettre d'amener. Et enfin, un autre point qu'on a travaillé avec un de nos partenaires, qui est l'agence Fagoranet de Toulouse, et qui est spécialisé dans le domaine, nous a permis de travailler sur la manière dont, en pratique, il faut également se projeter en termes de promotion et d'animation de sa plateforme, puisque comme toute initiative commerciale que l'on met en œuvre, elle a nécessité d'être promue pour que le plus qu'elle s'adresse ait connaissance de son existence et puisse se projeter sur la manière de l'utiliser. Donc, pour démarrer, on va passer sur les spécificités essentielles, avec les grandes considérations dans ce domaine, qui sont que dans la sphère B2B, on doit pouvoir considérer les différentes manières dont la commercialisation doit s'opérer, c'est-à-dire qu'on peut vendre directement à ses clients entreprises, mais on doit aussi prendre en considération les ventes qui induisent
une logique de revendeur. Hein, je suis un grossiste, j'ai des revendeurs qui eux-mêmes vont adresser des clients finaux ou des distributeurs, hein, lorsqu'on est une franchise, lorsqu'on est un groupe, une marque qui va exercer son développement e-commerce par robot, et donc pouvoir disposer également de cette capacité à pouvoir, d'une entité A, adresser le client final et potentiellement avec des intervenants. Deuxième approche déterminante, c'est quant aux différences essentielles, parce que nous, on pourrait se dire, tiens, quelles sont fondamentalement les différences qui s'exercent entre le B2C, qui est évidemment la face tout à fait visible de l'e-commerce, et le B2B qui est ce côté plus entreprises, donc plus confidentiel. On pourrait le résumer par ce qu'on a à savoir que pour autant que dans le B2C, on a une boutique qui adresse la totalité des clients qui vont venir consommer les produits qu'on leur propose, en réalité, dans le B2B, la vision, ça va être de considérer qu'un client va avoir sa boutique. C'est-à-dire que, sans avoir évidemment à concevoir un web store par client, mais le fait que quand un client va se connecter, il va en pratique hériter de l'environnement qui le concerne à lui. Donc, on va concevoir avoir cette vision où l'environnement du client va lui permettre de retrouver tout ce qui le concerne à lui. On va voir dans le détail ce que ça sous-tend. Donc, à retenir, les commerces B2B, c'est la vision où j'ai une boutique par client, c'est-à-dire quand mon client il arrive dans son environnement, là où dans le B2C, mon client rentre dans une boutique et c'est la même pour tout le monde. Les autres grandes différences notables relèvent également du comportement d'un acheteur. Dans le B2B, on doit viser fondamentalement un comportement rationnel, c'est-à-dire que l'acheteur qui vient sur un environnement B2B, il vient en réalité exercer un process métier. Il agit pour son entreprise, il vient acquérir des produits qui servent dans la chaîne de production, et donc il a un comportement foncièrement logique. Par évidemment opposition au B2C, où là on va être beaucoup plus sur la volonté de consommation, sur l'achat d'impulsion, etc. Et donc la manière dont on va évidemment présenter et adresser son client va différer. D'un côté, on a un client qui a un comportement logique, et de l'autre côté, un client qui a un comportement plus d'impulsion. Deuxième considération, ici, on est, comme je l'évoquais, dans un process entreprise, donc la décision d'achat est dictée par un accord cadre, par une logique d'approvisionnement, etc. Autre considération, c'est les processus. Quand je suis dans le commerce B2C, parfois, l'article me plaît, je vais au panier, je l'achète. Dans le cas du B2B, il va falloir considérer des process d'achat qui sont différents, puisque je pourrais avoir des informations comme celles relevant de seuil de commande, ou de type de catégorie de produits, ou de process de validation d'achat, disant que, par exemple, pour tel montant, pour telle gamme de produits, en réalité, c'est pas je mets au panier, j'achète, mais je mets au panier, mon achat va être soumis à un validateur qui lui-même va pouvoir potentiellement apporter des modifications à la commande pour que, in fine, cette commande s'exerce. Donc, on va être plus dans un processus d'achat d'un côté, relevant de la même manière au processus métier, là où de l'autre côté, on est purement dans un tunnel de commande. On va également appréhender dans ce registre la manière d'adresser son information à destination de son consommateur, qui là, en l'occurrence, relève strictement de l'information marketing que l'entreprise déploie à destination de ses populations de clients, en l'occurrence de professionnels, et donc de la nature d'information dont le professionnel a, qui peut très fréquemment, si le professionnel achète ce produit pour lui-même le revendre dans un cadre XY, qu'on lui fournisse tout ce qu'il va avoir besoin comme information pour documenter son propre client ou le contexte dans lequel il va utiliser son produit. Et enfin, le dernier élément, et non des moindres, en termes de différence, c'est évidemment que très fréquemment dans le B2B, le prix dit le prix public va en fait être surchargé par une stratégie prix, puisque compte tenu de l'accord cadre qui en fait est celui au travers duquel mon client achète un certain produit, eh bien, pour tel montant d'achat, il a telle remise, pour telle gamme de produits, il a telle grille spécifique de prix, et tout ça, évidemment, qui, de manière générale, vient de la politique commerciale, très souvent formalisée dans les ERP, et qui doit donc s'appliquer au catalogue produit dans l'environnement e-commerce pour que, en tant que client, quand j'arrive, de la même manière, j'ai les prix qui me concernent.
Donc, dans cette considération, on va appréhender donc son environnement e-commerce comme étant, à proprement parler, son outil de vente, c'est-à-dire que subitement, le registre qui est j'ai par exemple des commerciaux qui habituellement visitent leurs clients, remplissent des bons de commande ou des bons de visite, et puis derrière process des achats. En réalité, l'environnement e-commerce ici va devenir un outil de vente qui va servir de support aux équipes commerciales, en leur amenant évidemment tout un tas de bénéfices, avec par exemple le fait que, par essence, la disponibilité de l'accès à la commande est permanente. Donc là où on va pouvoir considérer les limitations habituelles du temps de travail lorsque la transaction doit nécessiter l'intervention d'une personne, et là, au niveau de son environnement e-commerce, là, pour le coup, évidemment, la possibilité d'accès à la commande est permanente. De même que, et ça c'est aussi déterminant, la faculté de pouvoir suivre ces process commandes, puisque c'est c'est une des fonctionnalités ou une des attentes particulières qu'on peut noter, c'est que dès lors qu'une entreprise passe des commandes, comme ça s'inscrit en général dans sa production, elle a nécessité de suivre l'avancement de ces commandes. C'est évidemment tout ce qui va être possible dès lors que tout ce process va être accessible en ligne. La complémentarité qui s'exerce, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc avec le timing de la présence physique et la complémentarité qu'exerce dans le commerce pour venir étendre évidemment ces possibilités au-delà des heures ouvrées. Alors, pour ce qui est de ce qu'on va retenir comme élément essentiel à considérer dans son environnement e-commerce B2B. Le premier, évidemment, c'est la fiche produit. C'est ce qui va permettre de renforcer la visibilité de son produit et de pouvoir documenter le plus complètement possible ce produit, puisque le professionnel qui vient acheter ne se satisfait pas d'une information partielle. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il va très vraisemblablement lui-même devoir réutiliser cette information à destination de ses propres clients. Donc le fait de disposer d'un maximum d'informations concernant le produit et que cette information soit adaptée à besoin du professionnel qui se trouve derrière la commande est évidemment un des éléments déterminants. La faculté de pouvoir adapter évidemment l'expérience utilisateur et notamment à travers la charte graphique, on le verra tout à l'heure dans le cadre de la démo, va avoir un caractère de fidélisation, mais pas seulement, puisque ça va participer de ce qu'on évoquait tout à l'heure comme faculté de mettre l'utilisateur, le consommateur dans son environnement à lui, celui qui lui est propre. Autre bénéfice évidemment important, celui de pouvoir présenter des catalogues produits adaptés à la cible et au public que l'on adresse. Et ça, comme on le verra aussi tout à l'heure, par le seul truchement de l'authentification, eh bien, je vais avoir la faculté de pouvoir associer des catalogues produits à des publics, de telle sorte que de la manière, nativement, ils se connectent et ils ont directement le catalogue qui concerne et qui va favoriser évidemment une propension à être consommateur sur mon environnement. Autre élément déterminant va être la possibilité donc de distinguer différents niveaux d'accès, puisque quand on est dans un environnement e-commerce traditionnel, qu'est-ce qui se passe? Je suis une personne âgée, je suis un utilisateur, je suis un client, je me connecte et je procède à mon achat. Lorsqu'on est dans le B2B, c'est assez différent, comme je le disais tout à l'heure. Je travaille pour une société, dans cette société il y a des services, ces services comprennent des utilisateurs auxquels des rôles sont affectés. Et en pratique, c'est cette logique-là qu'il va falloir pouvoir servir pour que les flux de commandes qu'on a évoqués précédemment puissent être correctement organisés au regard de la manière dont les sociétés fonctionnent, considérant le fait que des services passent des commandes qui sont assujettis à des rôles dans le traitement des commandes, eux-mêmes assumés par des utilisateurs. C'est exactement ce type de considération qu'on doit être en mesure de servir.
De même que pour ce qui est de la présentation des informations, pouvoir sur ces bases-là, par exemple sur la page d'accueil, présenter aux différentes populations concernées celles des informations qui les concernent particulièrement. Ça, évidemment, servi par la notion de sécurisation de l'accès à cette information, puisque en pratique, ça va être ce qui va déterminer dès l'arrivée de l'internaute sur la plateforme la capacité à pouvoir lui servir tout ce qu'on vient de voir en termes d'information, adapté à qui il est et à ce qu'il fait, à catalogue de produits qui l'intéresse, et donc au prix qui le concerne. Bref, faire en sorte que on n'ait pas donc un catalogue de produits ouvert et mutualisé à l'échelle de tous nos clients, mais à contrario, comme on a expliqué, un catalogue de produits qui, dès que je me suis authentifié, va m'être présenté de manière spécifique à mes besoins. Sur ces bases-là, on a défini ce qu'étaient les éléments prépondérants de base, spécificités essentielles à l'échelle de mon e-commerce B2B. Maintenant, mon environnement e-commerce, on va pouvoir identifier que globalement, il relève de ces catégories. Donc, la fiche produit, le catalogue produit et la vente. Pour arriver à nourrir ces différentes interfaces dans mon environnement e-commerce, il va me falloir en fait agréger des données qui viennent de mes différentes sources de données, évidemment celles qui arrivent de mon ERP, j'ai évoqué tout à l'heure par exemple les codes spécifiques, celles qui arrivent des serveurs d'images, parce que j'ai toutes mes images produits, etc., les informations logistiques, celles qui relèvent des contenus marketing que je vais vouloir intégrer, les informations inhérentes à mes achats précédents, celles qui m'arrivent des fournisseurs. Bref, c'est toutes ces données qui vont devoir être associées entre elles pour pouvoir servir l'ensemble de ce que je vais pouvoir offrir comme information à mes utilisateurs. Le fait étant que si de cette manière-là, on s'imagine prendre toutes ces données avec toute la diversité des formats qu'elles représentent et des connexions possibles et nourrir son environnement e-commerce sur ces bases-là, ça va être vraisemblablement assez compliqué, peu fiable et difficile à maintenir. D'où, à ce niveau-là, la pertinence d'utiliser des solutions qui vont, à l'image d'un PIM par exemple, donc PIM pour Product Information Management en anglais, gestion de l'information produit en français, être ce réceptacle au sein duquel l'ensemble de la donnée va pouvoir être agrégée, structurée, de telle sorte que on va à ce moment-là pouvoir avoir plus que la notion de fiche produit, ce qu'on a défini ici en termes de profilage de son produit, puisque en réalité, à l'échelle du PIM, je vais considérer le maximum des informations que je vais pouvoir agréger pour parler sur le maximum de canaux possibles de mon produit. À ce niveau-là, on considère les aspects habituels, donc évidemment la référence, etc. L'ensemble maintenant des médias associés à un produit, puisqu'un produit aujourd'hui c'est plus seulement une image ou plusieurs images, c'est un plan, c'est des données techniques, c'est des vidéos, des tutoriaux et les déclinaisons sociales du produit et potentiellement évidemment les différentes langues, puisque dès lors que je vais vendre sur plus d'une zone géographique, sur plus d'un pays, je vais également pouvoir et devoir gérer la diversité des langues. Ça, c'est typiquement ce qui doit être réalisé à l'échelle de cet élément défini comme étant un PIM, de telle sorte qu'à partir de là, eh bien, on ait la faculté de pouvoir, depuis son PIM, nourrir ses environnements e-commerce, son environnement e-commerce, de toute la donnée que l'on va souhaiter pouvoir publier, et bien entendu qu'on va également pouvoir gérer de la donnée qui n'est pas encore publiable. Toute chose que, évidemment, on a beaucoup plus de difficultés à faire, à rendre fiable, si on voulait opérer tout ce traitement de la donnée directement dans son environnement e-commerce. Et ça va évidemment avoir un bénéfice croissant dès lors qu'on va
multiplier, ajouter des web stores ou de nouveaux environnements e-commerce, et que l'on va également viser la multicanalité, puisque mon information de produit qui maintenant est complète, structurée et enrichie, bah, certes, je vais pouvoir l'utiliser sur toute la logique digitale, mais également pour toute la production d'autres types de marketing, comme par exemple les catalogues ou les fiches produits, que j'ai également besoin de faire. Donc ça est une considération importante dans tout projet, alors, pour le coup, e-commerce, B2B ou B2C, peu importe, mais dans tout projet de ce type-là, il est très rapidement important de se projeter sur le fait que l'information produit doit être gérée en amont de l'environnement e-commerce, de telle sorte que lui reste bien cet environnement e-commerce destiné à vendre son offre et à servir ses utilisateurs dans les fonctionnalités dont ils ont besoin, et avoir en amont la faculté de gérer dans sa clé et dans son entièreté son information de produit distinctement. Notre, de ce point de vue-là, données étant maintenant structurées et enrichies, on va s'appesantir sur donc les fonctionnalités propres à l'échelle de notre environnement e-commerce B2B, et ça en particulier en considérant ces grandes fonctionnalités telles qu'elles sont schématisées ici. On a déjà évoqué l'authentification qui va conditionner la visibilité que je vais avoir de mon offre, associée à la diversité des moyens de paiement, à la mode de paiement, puisque d'une manière générale, sur l'environnement e-commerce B2B, certes, on va pouvoir utiliser sa carte bleue, mais plus vraisemblablement, on va faire appel à du paiement en compte, à des cartes achats, enfin, à des process de paiement d'entreprise. On va évidemment avoir des considérations en termes de méthode de livraison qui transcendent très largement le j'adresse, ou plutôt je livre à un endroit. Toutes les considérations qui, par exemple, dans le bâtiment, font que je livre directement sur un chantier ou dans la pharmacie, que je puisse avoir plusieurs points de vente, etc. Et les considérations de validation de commande, du processus de validation de commande, parce que, comme on l'a évoqué, c'est la logique dans une sphère entreprise que un process commande puisse suivre ce type de process de validation. Ça a vocation qu'ensuite la commande soit transmise et que là, la transmission de la commande soit, par exemple, évidemment, qu'elle soit versée dans le ERP depuis lequel, par ailleurs, toute l'information est, ou dans les systèmes tiers dans lesquels on souhaite que les commandes soient affichées. Donc, c'est ce que l'on va voir maintenant avec Normie au travers de la démo de la plateforme e-commerce. Bonjour, on va démarrer tout seul, je vais la pause. Donc, nous avons choisi de vous montrer un certain nombre de fonctionnalités, puisque le temps nous est compté sur ce webinaire. Un certain nombre de fonctionnalités qui sont assez faciles à démontrer dans une petite vidéo qu'on a fait. On se tient évidemment à votre disposition pour des démos un petit peu plus longues et un petit peu plus détaillées. Donc, certains points que l'on va voir vont illustrer ce qu'on a pu aborder précédemment. Notamment l'authentification. Ici, je suis sur le portail qui va permettre donc de m'identifier avec des systèmes de sécurité classiques que l'on peut connecter aussi sur des LDAP par exemple, qui me permet d'identifier que là je suis en tant qu'utilisateur appartenant à la société Galilée. Si je change de navigateur, je vais là me connecter en tant que Airbus, ce qui va me permettre à ce moment-là, dans cette démo, tout simplement de changer le logo en en-tête, mais qui permettrait d'aller beaucoup plus loin évidemment dans la personnalisation. Cette notion d'identification va nous permettre de faire un certain nombre de choses, le catalogue produit qu'on va présenter à l'utilisateur, mais surtout, ce que je vais vous montrer là, les prix, la notion de prix par société. Donc, je suis en tant qu'Airbus sur ce marchepied ProMP, et vous pouvez constater que le prix est à 980 €. En basculant sur l'autre utilisateur, les mots, voilà, on revient sur donc l'autre navigateur, sur le même produit, qui va me permettre d'afficher à ce moment-là un tarif qui serait différent, des stocks qui pourraient être différents, des références qui pourraient être différentes d'un produit à l'autre. C'est la spécificité vraiment de gestion avancée des prix qu'on va retrouver du coup dans la fiche produit. Alors là, en manuel, sachant qu'évidemment dans un process réel, c'est par import-export que l'on va pouvoir gérer ces spécificités. Prix spécial par société, Galilée c'est bien un 899, Airbus c'est bien un 999, comme nous l'a montré l'écran précédent.
Si je reviens maintenant sur la home page, on va aborder une nouvelle notion qui est simplement la notion de comparatif. Je suis en train de choisir un produit, on le retrouve aussi dans le B2C, mais c'est intéressant quand même de l'avoir dans le B2B aussi. C'est le fait d'ajouter 2 produits au comparateur pour pouvoir tout simplement visualiser dans la page comparative les produits en question avec leurs différentes spécificités. Autre fonctionnalité que l'on va voir dans ce sens, le module B2B. C'est un des cœurs de notre solution, le fait d'avoir rajouté ce module B2B qui me permet d'un côté de gérer les sociétés, donc avec un certain nombre d'éléments graphiques, un certain nombre aussi d'éléments qui vont conditionner le processus d'achat, notamment le plafond de commande ou le seuil de livraison gratuite. Nous allons par ailleurs, toujours dans ce module, retrouver aussi le module service, puisque comme l'a exprimé tout à l'heure Arnaud, souvent au sein d'une même société, il y a plusieurs services. Pour l'instant, il y en a 3, marketing, informatique et achat. C'est une notion qu'on va retrouver évidemment lorsque je vais passer une commande, puisque là aussi, processus de commande rapide qui permet d'éviter d'avoir à naviguer ou à rechercher un produit. Je sais le produit que je veux commander, je connais sa référence, il me suffit d'utiliser la fonction commande rapide, qui va me permettre à ce moment-là, du coup, de retrouver le service dont je fais partie, de spécifier un ensemble d'éléments, je ne rentre pas dans le détail du formulaire, sauf éventuellement le numéro de commande interne, un contact de livraison, puisque je le fais livrer directement sur un chantier, donc autant indiquer quelle est la personne qui va potentiellement recevoir ce produit, le célèbre Monsieur Dupont. Et une autre notion que l'on va aborder là, qui est la notion de flux dont Arnaud a parlé tout à l'heure, qui est le fait d'avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir intervenir lors du processus de commande. La personne qui passe la commande, la personne qui va transmettre cette commande et la personne qui va la valider. Donc vous avez différents boutons qui permettent, comme leur nom l'indique, sauvegarder, imprimer, sauvegarder cette commande comme étant une liste type. Et puis lors de la validation de cette commande, moi je suis un utilisateur lambda, je n'ai pas le droit de réellement passer la commande, donc on le voit, la mise en attente de la transmission. Cette commande a été envoyée par un email à un transmetteur qui va avoir le droit et l'obligation de valider d'une certaine façon cette commande pour la passer au stade suivant. Je vais donc me reconnecter dans un rôle différent, celui qui va recevoir cette commande, et à ce moment-là, depuis l'interface de mon compte, je vais avoir accès à un certain nombre d'informations, notamment les commandes en attente de transmission, les commandes en attente d'approbation, celles qui ont déjà été transmises, celles qui sont refusées, et potentiellement les commandes archivées. Voilà, alors évidemment, il y a toute une série d'autres fonctionnalités que Arnaud a évoquées, notamment ce qu'on appelle le multi-shipping, le fait de pouvoir livrer une même commande à plusieurs endroits différents. C'était un petit peu long de vous le montrer. On pourra, lors d'une prochaine présentation en privé, vous montrer ce genre de détails. Voilà, je vous remercie de votre attention. Arnaud. Merci Jean-Louis. Donc, suite sur ce qui va relever donc maintenant des bénéfices qu'on identifie dans cette approche B2B et en particulier pour qui est au service de la relation client, avec le recensement qu'on a fait de ce que en pratique étaient les pages les plus importantes dans un environnement e-commerce B2B. Souvent, on parle d'une complexité très importante. En réalité, si on regarde bien, on a ici les 7 pages déterminantes pour avoir un environnement, se projeter dans un environnement e-commerce B2B qui soit performant. Le login, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. La page d'accueil également. Le catalogue, la fiche produit, le panier, la partie validation et le tableau de bord. Alors, le login, je le disais, on l'a évoqué déjà un certain nombre de fois depuis le début, l'accès en permanence à une information de produit fiable et complète, puisque c'est celle qui, dès lors que je serai authentifié, et comme Jean-Louis l'a montré dans la démo, va mettre en présence l'environnement graphiquement qui évolue et les informations de produits, prix, etc., qui nous concernent. Deuxième élément important, la page d'accueil. Alors, la page d'accueil, parce qu'à l'image d'un magasin physique dans lequel votre client arrive, c'est la manière de pouvoir lui mettre en avant ce qu'il est pertinent pour lui. Alors, évidemment, le bénéfice ici, c'est que même topo, quand j'ai des clients qui arrivent dans un magasin, ils voient tous la même chose. Quand ils arrivent ici, ils peuvent voir exactement ce que vous souhaitez mettre en avant
comme offre ou comme logique d'animation commerciale. Troisième élément déterminant, la partie catalogue, puisque c'est là où évidemment je présente l'offre structurée, nourrie de grilles de prix à jour à mon client. Ça est évidemment un bénéfice extrêmement important, puisqu'à partir de là, mon client sait que en tout, ici, il aura la bonne information, la plus riche et la plus à jour. Et ce qui, comme idéalement cette information arrive au PIM, est maintenant également très facilement homogénéisable avec celle que j'ai dans mon catalogue papier, donc si mon activité supporte les différents canaux que sont le print et le web. Quatrième élément, la fiche produit, qui est celle qui nous permettra de présenter, comme on l'a déjà dit, l'information la plus enrichie à destination de son public, et avec toute capacité de pouvoir enrichir de manière continue cette information, dès lors que sa clientèle a des attentes sur le champ technique ou sur une information que l'on peut enrichir de manière continue. Son panier, qui va être, à l'image habituelle, son récapitulatif de commandes, combiné à la gestion de toute la partie logistique. C'est là où, au sein de son panier, on va pouvoir également exercer ce qui a trait éventuellement au élément de validation de la commande. Donc, c'est à la différence d'un simple checkout à l'échelle du panier, ici, c'est des fonctionnalités du process commande entreprise qui vont être visables des offres. Pour que on dispose ensuite, dans la même considération que le checkout, mais là, de la faculté de pouvoir suivre l'état d'avancement de ces commandes et susciter les notifications dès lors que les notifications sont requises pour gérer les différentes étapes de son processus. Enfin, et non des moindres, la partie tableau de bord, puisque ça fait partie également des attentes particulières des utilisateurs dans la sphère B2B, c'est pouvoir disposer de l'historique de ces commandes pour recommander, puisque très fréquemment, dans la vie d'entreprise, comme on répète une activité, là, il est fort vraisemblable que je répète des commandes. Le fait de pouvoir rapidement accéder à mon historique de commandes et recommander est évidemment extrêmement intéressant. Mais d'une manière globale, ça va me permettre aussi d'agréger tout ce qui fait du sens, comme on l'évoque ici, si j'ai besoin d'agréger les factures, les devis, peut-être les échanges qui se sont exercés, puisque on va, je l'évoquais, pouvoir par exemple gérer des devis, c'est-à-dire que j'ai fait une sélection de produits, à défaut de passer ma commande, j'ai demandé qu'un devis me soit fait parce que j'avais des quantités particulières ou parce que j'avais des attentes spécifiques. Ce devis m'a été retourné, a pu susciter une nouvelle commande, et c'est cet ensemble d'échanges et de documents que je veux pouvoir conserver à ce niveau-là. Donc, à la fois l'aspect document et à la fois l'intégration. Donc, voici les 7 grandes fonctionnalités ou combinaisons entre bénéfices et fonctionnalités qu'il faut prendre en considération dans un projet de ce type-là pour correctement spécifier sur la base des attentes de votre auditoire la manière de concevoir l'environnement B2B qui leur conviendra. C'est donc, pour en revenir à l'explication sur la considération du PIM, de cette manière-là, pour évidemment nourrir toute cette information, pouvoir se projeter sur la logique d'animation de son environnement B2B. Parce que ça, c'est évidemment un point à ne pas négliger. Aucun environnement commercial, quel qu'il soit, physique ou digital, ne peut exister sans être correctement promotionné. Sur le terminologie exacte. Promu. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a travaillé avec nos partenaires agences pour identifier, et on a fait aussi dans le cadre d'un projet concret, ce qu'étaient les grandes lignes de la vision de l'animation de ce qu'on qualifie comme étant le parcours client d'un environnement. Vous retrouvez ici, donc d'abord, les grandes catégories
des étapes du process du parcours client. Donc d'abord, on va vouloir évidemment embarquer son client, faire connaître notre offre, de telle sorte que la conciliant se mette à l'acheter, ce qui va nous amener à pouvoir le livrer, et derrière, à devoir le supporter. Une différence importante quand on parle du business entreprise, c'est le business, d'une manière générale, s'inscrit dans le temps. C'est pas un one-shot. C'est rarement un one-shot. On doit considérer que, a priori, le fait de supporter correctement son client va participer de sa fidélisation. Et le propos est que, en fait, on puisse intervenir sur tous les touchpoints d'un point de vue commercial qu'on estime pertinent pour pouvoir promouvoir son environnement B2B. Donc, ce qu'on va citer, c'est évidemment l'animation graphique du site. On a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, mais c'est évidemment le caractère déterminant d'avoir une expérience utilisateur qui soit la plus adaptée au contexte. Même topo, attention, pas du tout régi par les mêmes règles que dans l'e-commerce B2C, où là, on va avoir des considérations sur le parcours client, sur l'optimisation, le parcours d'achat, l'optimisation de certains points qui, dans le B2B, présentent un intérêt bien moindre, tout à fait différent. Donc, bien se concentrer sur, en termes d'animation graphique du site, sur le fait qu'on ait, d'abord, que ça soit relativement épuré, ça ne sert à rien de surcharger, de la pub partout, dans ce domaine-là, c'est pas très adapté. Il faut que, évidemment, le client se retrouve bien dans son environnement de produit, que ça soit rassurant, qu'il y ait une ergonomie qui soit toujours pareil, simple et intuitive, et qui va permettre à l'utilisateur d'aller vite au résultat qu'il recherche. J'en vous ai montré tout à l'heure le fait de pouvoir finalement aller rapidement au panier. Quand je sais ce que je vais commander, je n'ai pas besoin de naviguer de manière permanente dans des arborescences diverses. La référence de mon produit, je la mets à un endroit et tac, je vais directement à la réponse. Deuxième considération importante, la notion de lancement. Lorsque on met en œuvre, lorsqu'on investit dans une démarche comme le commerce B2B, à un moment donné, on va lancer sa plateforme et il faut appréhender le lancement comme n'importe quel lancement au point de vue marketing. Et dès lors qu'il y a une combinaison entre du online et du physique, inscrire ce lancement dans cette combinaison entre la partie online et la partie physique. Donc, que ça soit, par exemple, du web to store ou que ça soit du web to store to web. Donc, ce qui tend à ce que, d'un côté, je promeuve donc mon nouvel environnement e-commerce B2B, ensuite que ça route vers donc, le site marchand qui lui-même peut amener les clients vers les points de vente parce que ça peut être aussi un service, typiquement dans la construction de bricolage, où mon client commande en ligne et vient retirer le lendemain matin dans le magasin ses produits. Donc c'est ce type de mécanique qu'il faut pouvoir, puisque ici, d'une manière générale, l'environnement e-commerce B2B s'inscrit dans la stratégie commerciale de l'entreprise et vient compléter la stratégie commerciale de l'entreprise plutôt que s'y substituer. Troisième considération, et non des moindres, la notion d'achat d'espace digital, bien sûr. Puisque à partir du moment où vous avez déterminé votre cible, vous avez toute faculté de pouvoir promouvoir donc, votre nouvel environnement e-commerce B2B sur les sites depuis lesquels vous savez que votre cible va chercher de l'information ou consulter de l'information. Et donc, par ce biais-là, le fait d'accroître la visibilité de votre offre par l'achat digital sur ce que vous trouvez pertinent à ce moment-là comme média sur lequel passer cette pub. Autre considération, la notion de marketing direct. Alors, bien évidemment, adresser sa population de clients, de prospects certes, mais de clients. Souvent, une omission qui peut se faire, c'est-à-dire qu'on considère que ces clients, ma foi, c'est ces clients, ils sont au courant. Non. Le mieux, c'est de formater même un message et une information qui leur soit la plus personnalisée possible et qui puisse aller jusqu'à des exercices du type de celui qu'on fait aujourd'hui, faire des webinars pour ses clients de telle sorte qu'ils comprennent bien les bénéfices, fonctionnalités qu'on va proposer, faire en sorte que les commerciaux soient eux-mêmes promoteurs de la plateforme, ça aussi c'est important.
et que ça favorise d'une manière générale la relation. Ensuite, la communication au travers, évidemment, de supports utilisateurs, puisque à partir du moment où vous existez au travers d'un environnement B2B sur Internet, ça veut dire qu'il va évoluer, votre offre va évoluer, son ergonomie va évoluer, son animation, les promos, tout ça va évoluer. Communiquez dessus. Faites en sorte que l'outil que ça devient pour vos clients, solution que vous leur apportez par ce biais-là, soit elle-même suivie dans le temps, dans la communication que vous leur faites et dans les explications que vous leur donnez, etc. Donc, concevoir de ce point de vue-là des newsletters qui permettent d'expliquer le fonctionnel, d'expliquer l'évolution. J'évoquais tout à l'heure la relation entre la boutique en ligne et les éventuels points de vente. On va être très important de rappeler sur le point de vente l'existence de l'environnement e-commerce et, depuis l'environnement e-commerce, promouvoir ces lieux de vente. Puisque, pour autant que le commerce en ligne se développe, la notion de web to store est aussi un concept aujourd'hui totalement entré dans les mœurs et absolument important en termes de démarche d'achat. Je consulte sur Internet, je trouve le produit ou l'information, voire je commande et je vais le retirer en magasin. Et c'est particulièrement vrai dans certains domaines d'application au niveau professionnel. L'idée également qui peut être associée relève de journée client, c'est-à-dire que ce soit à ce sujet-là spécifiquement ou que ça s'inscrive dans le cadre d'autres animations que vous créez, mais dès lors que vous en avez la faculté, utilisez tous les registres de relations avec vos clients pour présenter la plateforme, leur expliquer les bénéfices, leur détailler et peut-être échanger avec eux pour voir si de nouvelles fonctionnalités seraient du sens pour eux. Alors, par exemple, on avait récemment un de nos clients pour lequel la notion de punch-out avait émergé par ce biais-là, c'est-à-dire que dans la discussion avec un de ses propres clients, son client de lui dire, bon voilà, moi ma problématique, c'est que je passe des commandes chez toi, mais derrière, il faut que je ressaisisse tout dans mon ERP. Et là, l'idée, le propos, puisque cette fonctionnalité existe de manière générale, a été de faire remonter directement dans l'ERP du client le catalogue produit fourni par l'environnement e-commerce B2B, de telle sorte que une commande passée sur l'environnement e-commerce était dynamiquement déversée dans l'ERP et donc générer directement tout le flux d'informations qui, à partir de cette commande, devait être intégré dans l'ERP de son client. Bon, ça, c'est typiquement des fonctionnalités qui favorisent la fidélisation de son client parce que vous devenez partie prenante de son process métier. Alors ça, c'est vraiment extrêmement important. Et donc, on en revient finalement à la considération de ce qu'est globalement la somme du matériel marketing qu'on met en œuvre, l'entreprise communicante met en œuvre, que ça soit à la fois du physique ou du digital, et qui, dans le cadre qu'on évoque, relève de l'animation que l'on va créer et de marketing que l'on va mettre en œuvre pour promouvoir ce nouveau canal de vente qu'est l'environnement e-commerce B2B au service évidemment de sa performance commerciale. Alors, je précisais tout à l'heure, pour ce qui concernait donc les considérations économiques, qu'un des points aussi qui nous avait interpellé, c'est que d'une manière générale, les offres qui existent sur le marché sont indexées sur les chiffres d'affaires produits par les environnements e-commerce. Alors, nous, ça nous interpelle un peu, parce que estime qu'il y a d'autres manières de pouvoir établir la tarification de solutions comme celle-là, de telle sorte que, encore une fois, la compétitivité de ce type de solution permette et favorise un usage qui soit le plus large possible. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire.
Donc, j'espère déjà de base que son contenu vous aura informé, vous aura plu. On est bien sûr maintenant à votre disposition pour les questions que vous puissiez avoir et auxquelles on va s'en les uns les autres à vous répondre. Donc, vous pouvez y aller au niveau du chat et on vous répond le plus rapidement possible. À noter aussi que pour tous ceux qui, comme l'évoquait Jean-Louis, souhaiteraient avoir des mots plus poussés ou avoir des échanges avec nos équipes sur des points particuliers, évidemment, vous avez toute faculté de nous solliciter pour qu'on organise ça. Et le premier épisode aussi du webinaire. Jean-Louis rappelle effectivement que vous pouvez toujours consulter en replay le premier webinaire, le premier épisode du webinaire qui est toujours en ligne sur le site Webikeo et qui concernait finalement dans un niveau de détail assez avancé tout ce qu'on a abordé aujourd'hui dans la considération de la partie PIL, mais là dans une vision un peu plus large. Donc voilà, toujours consultable en ligne. Est-ce qu'on a des questions qui arrivent? Non, a priori tout était clair et précis. C'est très bien. Est-ce que pour ceux qui sont en ligne, si on vous dit est-ce que ça vous a plu, qu'est-ce que vous répondriez? Vous ne répondez pas grand-chose. Bon, tu peux dessus. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions qui apparaissent, on va effectivement clôturer sur ces quelques mots. Je vous annonce donc le prochain webinaire qui aura lieu au mois de septembre. Je vous annonce également pour début octobre, les dates, Laura, c'est le 9 et 10 octobre à Paris, donc la prochaine session d'interaction. C'est l'événement que nous organisons avec notre écosystème autour donc, de nos plateformes de production marketing. Il y aura des bonnes surprises puisque nous avons récemment eu la superbe information d'avoir été choisi par un très gros acteur pour mettre en œuvre sa plateforme de production marketing. Et donc ça sera le 9 et 10 octobre, mais on aura évidemment largement le temps d'y revenir d'ici là. Sur ces bases-là, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon été à tous, et on se retrouve donc au mois de septembre.